Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une lecture de Jérôme K. Jérôme, Trois hommes sur un bateau, sans parler du chien. Et c'est le chapitre 7. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Le fleuve en sa parure des dimanches. Comment s'habiller sur la Tamise. Les hommes ont de la chance. Absence de goût chez Harris. Le blazer de George. Une journée avec la jeune fille gravure de mode. La tombe de Mrs. Thomas. Le monsieur qui n'aime ni les tombes, ni les cercueils, ni les crânes. Harris en démence. Son opinion sur George, les rives et la limonade. Il exécute des tours d'acrobatie. Harris me conta son aventure du labyrinthe tandis que nous franchissions l'écluse de Malsey. Cela nous prit un certain temps car nous étions le seul bateau et c'était une grande écluse. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu avant l'écluse de Malsey avec un seul bateau. C'est, je crois, sans même excepter celle de Boulter, l'écluse la plus fréquentée du fleuve. Je suis restée à la regarder parfois, quand l'eau disparaissait entièrement sous un fouillis éclatant de blazers bariolés, casquettes claires, chapeaux pimpants, ombrelles multicolores, écharpes et manteaux de soie, flots de rubans et complets de flanelles immaculées. En regardant alors du haut du quai dans le sas de l'écluse, on pouvait se figurer celle-ci comme une caisse énorme dans laquelle on aurait jeté pêle-mêle des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les teintes qui remplissaient tout le fond d'un amoncellement arc-en-ciel. Pour un beau dimanche, c'est presque tout le jour que l'écluse offre cet aspect, tandis qu'en aval et en amont du fleuve s'alignent indéfiniment des files d'autres bateaux qui attendent leur tour, et les bateaux arrivent et s'en vont, si bien que le fleuve ensoleillé, depuis le palais jusqu'à l'église de Hampton, est parsemé et paré de jaune, de bleu, d'orange, de blanc, de rouge, de rose. Tous les habitants de Hampton et de Malsey s'habillent en plaisanciers et viennent, avec leurs chiens, flâner aux alentours de l'écluse, où ils flirtent, fument et regardent les bateaux. Et tout cet ensemble avec les casquettes et les vestes des hommes, les jolies robes de couleur des femmes, les chiens en gaieté, le passage des bateaux, les voiles blanches, l'agréable paysage, l'eau étincelante, cela fait un des plus joyeux spectacles que je connaisse aux environs de cette morne ville de Londres. La Tamise fournit une bonne occasion de s'habiller. Grâce à elle, une fois en passant, il nous est permis aussi, à nous les hommes, de déployer notre goût en matière de couleurs, et je crois, en vérité, que nous nous en tirons fort coquettement. J'aime toujours qu'il y ait un peu de rouge dans mes effets, qui sont rouges et noirs. Comme on sait, mes cheveux sont châtain doré, une assez jolie nuance, m'a-t-on dit, et le rouge sombre leur convient très bien. Je pense aussi qu'une cravate bleu clair s'accorde parfaitement avec le châtain clair, ainsi qu'une paire de souliers en cuir de Russie et un foulard de soie rouge autour de la taille, car le foulard a bien meilleure grâce qu'une ceinture. Harris s'en tient toujours aux nuances et aux mélanges d'orange ou de jaune, mais je ne crois pas que ce soit tout à fait judicieux de sa part. Il a le teint trop foncé pour porter du jaune. Le jaune ne lui va pas, c'est indiscutable. J'aimerais qu'il s'en tînt au bleu, rehaussé par un soupçon de blanc ou de crème. Mais hélas, ceux qui ont le moins de goût pour s'habiller sont toujours les plus obstinés. C'est fort regrettable, parce qu'il n'obtiendra jamais aucun succès, tandis qu'il y a une ou deux couleurs avec lesquelles il n'aurait pas trop mauvais air, son chapeau sur la tête. Georges a acheté pour ce petit voyage quelques nouveaux objets qui m'offusquent un peu. Son blazer est criard, je ne voudrais pas le dire à Georges, mais il n'y a réellement pas d'autre terme. Il l'apporta chez nous le jeudi soir pour nous le montrer. Nous lui demandâmes comment s'appelait cette couleur, mais il l'ignorait. Il ne croyait pas qu'elle eût un nom. Le marchand lui avait affirmé que c'était un modèle oriental. Georges mit le blazer sur lui et nous demanda ce que nous en pensions. Harris répondit que, pendu au-dessus d'un parterre de fleurs au début du printemps pour faire peur aux moineaux, ce blazer ne ferait pas mal. Mais que, envisagé comme article d'habillement pour un être humain autre qu'un chanteur nègre ambulant de Margat, ça lui donnait mal au cœur. Georges fut très froissé. Mais, comme le lui dit Harris, si son avis lui déplaisait,
Pourquoi le demandait-il ? Ce qui nous chiffonne, Harris et moi, au sujet de ce blazer, c'est que nous craignons qu'il n'attire l'attention sur notre équipe. Les femmes non plus n'ont pas l'air trop mal en canot lorsqu'elles savent s'habiller gentiment. Rien ne leur sied mieux, à mon avis, qu'un costume de canotage choisi avec goût. Mais un costume de canotage, il serait bon que toutes les dames le comprissent, doit être un costume que l'on puisse mettre en canot et pas seulement sous vitrine. Il y a de quoi gâter complètement une excursion d'avoir dans le bateau des gens qui pensent tout le temps à leur toilette beaucoup plus qu'à la balade. J'ai eu le malheur une fois d'aller à un pique-nique sur l'eau avec 2 jeunes filles de ce genre. Ah, nous ne nous sommes pas ennuyés. Elles étaient toutes les deux sur leur 31, toutes en dentelle et étoffe de soie, et des flaflas, et des rubans, et des souliers fins, et des gants clairs. Mais c'était une toilette pour atelier de photographe, et non pour un pique-nique sur l'eau, le costume de canotage d'une gravure de mode française. C'était ridicule de se hasarder en cette tenue à l'air libre au voisinage de la terre et de l'eau. Pour commencer, elles trouvèrent que le canot n'était pas propre. On épousseta leur siège et on leur dit qu'il l'était, mais elles n'en crurent rien. L'une d'elles frotta son coussin avec l'index de son gant et montra le résultat à l'autre. Elles soupirèrent toutes deux et s'assirent, de l'air des premiers martyrs chrétiens s'efforçant de faire bonne figure sur le bûcher. Il peut vous arriver à l'occasion d'éclabousser un peu en ramant. Or, on eût dit que ces beaux costumes étaient perdus pour une goutte d'eau. La trace ne s'en effaçait jamais et le vêtement était souillé pour toujours. J'étais aviron d'arrière. Je faisais de mon mieux. Je plumais à 2 bons pieds de haut. Je m'arrêtais à la fin de chaque brassée pour laisser les pales s'égoutter avant de les retourner, et je choisissais chaque fois un endroit où l'eau était lisse pour les y replonger. L'aviron d'avant me dit au bout d'un moment qu'il ne se sentait pas rameur assez consommé pour souquer avec moi et qu'il allait, si je voulais bien le lui permettre, arrêter de ramer et étudier mon coup d'aviron qui l'intéressait. Mais malgré tout, j'avais beau faire, je ne pouvais empêcher que quelques gouttes n'aillent de temps à autre asperger les costumes de ces demoiselles. Elles ne se plaignaient pas, mais blotties l'une contre l'autre, elles serraient les lèvres et à chaque fois qu'une goutte les touchait, elles se reculaient en frissonnant. C'était un spectacle sublime de les voir ainsi souffrir en silence, mais cela me démoralisait un peu. Je suis trop sensible. Ma nage devint incohérente et saccadée, et j'éclaboussais d'autant plus que je faisais plus d'efforts pour m'en abstenir. Finalement, j'y renonçai et demandai à passer à l'avant. L'aviron d'avant estima qu'en effet cela vaudrait mieux, et je changeai de place avec lui. En me voyant partir, les demoiselles poussèrent un soupir de soulagement involontaire, et elles furent très gaies pendant un moment. Les pauvres filles, elles auraient mieux fait de s'accommoder de moi. Le rameur qu'elles avaient obtenu pour voisin était un joyeux luron, goguenard et sans souci, doué d'à peu près autant de sensibilité qu'un jeune chien de Terre-Neuve. On pouvait le foudroyer de regard pendant 1 heure sans qu'il s'en aperçût, ou sans que ça le dérangeât s'il s'en apercevait. Il adopta un joli coup d'aviron plein d'aisance et d'entrain qui fit jaillir l'écume sur tout le bateau comme une fontaine, et vous mit en un clin d'œil tous les passagers au garde à vous. Quand il étalait plus d'une pinte d'eau sur un de ses beaux costumes, il disait avec un petit rire aimable « Oh, je vous demande pardon, vraiment !» et leur offrait son mouchoir pour s'essuyer. « De rien, cela n'a pas d'importance » répondaient dans un murmure les pauvres filles. Et subrepticement, elles tiraient sur elles couvertures et manteaux et tentaient de se protéger avec leurs parasols de dentelle. Au déjeuner, elles passèrent un bien mauvais moment. On voulait les faire asseoir sur l'herbe, et l'herbe était poussiéreuse. Les troncs d'arbres auxquels on les invitait à s'appuyer n'avaient pas dû être brossés depuis des semaines. Elles étalèrent donc leurs mouchoirs à terre et s'assirent dessus, très dignes. Quelqu'un, en passant avec une assiette de bœuf à la gelée, trébucha contre une racine et fit voler la gelée. Elles n'en reçurent pas, heureusement, mais cet accident leur fit craindre un nouveau danger, et après cela, chaque fois que quelqu'un se déplaçait à proximité en tenant à la main quelque chose qui pouvait tomber et faire du dégât, elles surveillaient ce quelqu'un avec une inquiétude croissante jusqu'à ce qu'il se fût rassis. « Allons, mesdemoiselles, leur dit notre ami l'aviron avant quand on eut terminé. Allons-y, c'est à vous de laver la vaisselle. » Elles ne le comprirent pas tout d'abord. Quand elles eurent saisi, elles lui répondirent qu'elles craignaient de ne pas savoir comment faire. « Oh, je vous aurai vite montré, s'écria-t-il. C'est très amusant. Vous vous allongez à plat, je veux dire que vous vous étendez sur la berge, et vous trempez les choses dans l'eau.
La sœur aînée objecta que leurs robes n'étaient peut-être pas des plus appropriées à cette besogne. « Oh, elles iront très bien, répondit le sans-cœur. Vous n'avez qu'à les retrousser. » Elles durent s'exécuter. Il leur affirma que cet intermède constituait la moitié du plaisir du pique-nique. Elles convinrent que c'était très intéressant. Maintenant que j'y repense, je me demande si ce jeune homme était aussi obtus que nous le croyions. Ou bien était-il... Mais non, impossible. Son visage reflétait trop une candeur d'enfant. Harris avait envie d'aller jusqu'à l'église de Hampton pour voir la tombe de Mrs. Thomas. « Qui est-ce, Mrs. Thomas » demandai-je. « Je n'en sais rien, répondit Harris. « C'est une dame qui s'est fait faire une tombe rigolote, et je tiens à la voir. » Je protestai. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'esprit mal tourné, mais pour ma part, je n'ai jamais été très amateur de tombes. Je sais fort bien que quand on arrive dans une ville ou dans un village, la première chose à faire est de courir au cimetière pour s'offrir la vue des tombes. Mais c'est une récréation que je me refuse toujours. Je ne prends aucun plaisir à faire lentement le tour de sombres et froides églises derrière des vieillards asthmatiques pour lire des épitaphes. La vue d'une plaque de cuivre craquelée incrustée dans une dalle ne suffit même pas à me procurer ce qui s'appelle un bonheur sans mélange. Je scandalise les respectables sacristains par l'imperturbabilité que j'arrive à garder en présence d'inscriptions passionnantes et par mon manque d'enthousiasme quant à l'histoire des nobles seigneurs de l'endroit, tandis que je blesse leur amour-propre par mon impatience mal dissimulée de me retrouver dehors. Par un matin de soleil radieux, j'étais accoudée au petit mur de pierre qui entourait une petite église de village et je fumais ma pipe en savourant le bonheur calme et profond émanant de ce spectacle doux et paisible. La vieille église grise, revêtue de lierre, au portail de bois naïvement sculpté, la blanche allée sinuant jusqu'au bas de la colline entre deux rangées de grands ormes, les maisons à toit de chaume dépassant de leurs haies bien taillées, la Tamise argentée dans le creux, les collines boisées derrière. C'était un paysage délicieux. Son idyllique poésie m'inspirait. Je me sentais bon et noble. J'étais résolue à ne plus pécher. Je voulais venir habiter là et ne plus jamais faire le mal et mener une vie pure et irréprochable et avoir de beaux cheveux blancs quand je deviendrais vieux. Enfin tout ça. En ce moment-là, je pardonnais à tous mes amis et connaissances leurs mauvais tours et leurs mufleries, et je les bénissais. Ils n'ont pas su que je les bénissais. Ils ont persévéré dans leur voie dissolue, ignorant de ce que moi, tout là-bas, dans ce paisible village, je faisais pour eux. Mais je ne l'en fis pas moins, et j'aurais voulu pouvoir les en avertir, car je tenais à les rendre heureux. J'étais perdue dans ces pensées d'amour sublime lorsque ma rêverie fut interrompue par une aigre voix glapissante qui piaillait. « Me voilà, monsieur, j'arrive. Me voilà, monsieur. Ne vous impatientez pas. » Je levai les yeux et vis dans le cimetière un vieux bonhomme chauve qui se dirigeait vers moi en clopinant et qui portait à la main un énorme trousseau de clés qu'il entrechoquait et faisait teinter à chaque pas. Avec une dignité muette, je lui fis signe de s'éloigner, mais il continua d'avancer en glapissant. « J'arrive, monsieur, j'arrive. Je boite un peu. Je n'ai plus mes jambes d'autrefois. Par ici, monsieur. »« Allez-vous-en, misérable vieillard, lui dis-je. »« Je suis venu aussi vite que j'ai pu, monsieur, répliqua-t-il. Ma bourgeoise vient seulement de vous apercevoir. Suivez-moi, monsieur. »« Allez-vous-en, répétai-je. Laissez-moi tranquille, ou sinon je passe par-dessus le mur et je vous oxy. » Il parut surpris et me demanda. « Vous ne voulez donc pas voir les tombeaux ?»« Non, répondis-je, je ne veux pas. Je veux rester ici, accoudé sur ce vieux mur de pierre. Allez-vous-en et cessez de m'importuner. Je déborde de belles et nobles pensées et je veux rester ainsi, parce que je me sens merveilleusement bien. Ne venez donc pas faire l'imbécile, me rendre enragé et mettre en fuite mes bons sentiments avec vos ridicules absurdités de pierre tombale. Allez plutôt chercher quelqu'un qui vous enterre à bon marché et je paierai la moitié de la dépense. » Une minute, il demeurera stupide. Puis il se frotta les yeux. Il demeura stupide. Puis il se frotta les yeux et me regarda attentivement. J'avais pourtant les apparences d'un être humain. Il n'y comprenait rien. Il m'interrogea. « Vous êtes étranger au pays? Vous n'habitez pas ici ?»« Non, répliquai-je, je n'y habite pas. Vous-même, vous n'y seriez pas si j'y étais. » « Bien alors, reprit-il, il faut que vous veniez voir les tombes, monuments, gens enterrés, vous comprendre, cercueils. » La moutarde me monta au nez. «
Ce n'est pas vrai, ripostai-je. Je n'ai nul besoin d'aller voir ces tombes. Vos tombes, qu'est-ce qui m'y oblige? Nous avons nos tombes à nous, celles de ma famille. Ainsi, mon oncle Podger a, dans le cimetière de Kensal Green, un tombeau qui fait l'orgueil de tous les environs, et le caveau de mon grand-père à Bow peut contenir 8 visiteurs. Et ma grande-tante Suzanne a dans le cimetière de l'église à Finchley un monument de briques muni d'une dalle où l'on voit en bas-relief un de ces machins qui ressemble à une cafetière, et tout autour une bordure de 15 cm en très belle pierre blanche qui a coûté un joli prix. Quand j'ai envie de voir des tombes, c'est à celle-là que je vais me distraire. Je n'ai pas besoin de celle des autres gens. Quand vous serez vous-même enterré, je viendrai rendre visite à la vôtre. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Il fondit en larmes. Il m'assura que sur la dalle d'une des tombes, on voyait un fragment de pierre qui passait pour être probablement un reste d'une statue d'homme, et que sur une autre étaient sculptés des mots que personne n'avait jamais été capable de déchiffrer. Comme je restais inflexible, il reprit d'un ton navré. Voyons, vous consentirez bien à venir voir la fenêtre commémorative. Je refusais de voir même cela, et alors il me décocha donc son dernier trait, et se rapprochant de moi, il chuchota d'une voix rauque. En bas, dans la crypte, j'ai aussi une paire de crânes. Oh, venez voir mes crânes, vous êtes un jeune homme en vacances, il faut bien que vous en profitiez, venez voir mes crânes. Alors je fis demi-tour et pris la fuite, mais j'étais déjà loin et qu'il me criait encore « Oh, venez voir mes crânes! Venez voir mes crânes !» Harry, cependant, raffole des tombes, des épitaphes et des inscriptions funéraires. À l'idée de ne pas voir la tombe de Mrs. Thomas, il fut pris de démence. Il me dit qu'il avait compté voir cette tombe dès le premier instant où nous avions projeté la croisière. Il ajouta même qu'il ne serait pas venu avec nous s'il n'avait eu l'intention de voir la tombe de Mrs. Thomas. Je lui rappelai l'existence de George et que nous devions monter avec le canot jusqu'à Shepperton pour l'y retrouver à 5 heures. Alors il s'en prit à George. Pourquoi George restait-il à batifoler presque tout le jour et à nous laisser remorquer tout seul ce vieux sabot surchargé d'un bout à l'autre de la Tamise pour aller le retrouver lui, George? Qu'est-ce qui l'empêchait de venir turbiner un peu avec nous? Pourquoi n'avait-il pas pu prendre un jour de congé pour nous accompagner dès le départ? Zut pour sa banque, à quoi était-il bon à sa banque? Chaque fois que j'y suis allé, continua Harris, il était toujours à ne rien faire. Il n'en fiche pas une date. Il reste assis toute la journée derrière une vitre à tâcher d'avoir l'air de faire quelque chose. Moi, il faut que je travaille pour gagner ma vie. Pourquoi ne travaille-t-il pas, lui aussi? À quoi donc sert-il et à quoi servent les banques? Elles prennent votre argent et quand vous tirez un chèque, elles vous renvoient tout balafré de Elle vous le renvoie tout balafré de sans provision. Retour au tireur. La semaine dernière, ils m'ont fait ce coup-là 2 fois. Je ne le supporterai pas plus longtemps. Je vais leur retirer mon compte. Si Georges était ici, nous pourrions aller voir cette tombe. Je ne crois pas du tout qu'il soit à sa banque. En réalité, il est allé s'amuser je ne sais où et il nous laisse faire toute la besogne. Je vais débarquer pour aller boire un verre. Je lui fis observer que nous étions à des kilomètres de tout estaminet. Alors il s'en prit à la Tamise. À quoi servait-elle? Et fallait-il mourir de soif quand on allait sur la Tamise? Il est toujours préférable de laisser parler Harris quand il se met dans cet état-là. Il finit par s'épuiser et se tint tranquille ensuite. Il y a pas mal de fautes. Je lui rappelai qu'il y avait dans le panier de l'extrait de limonade et à l'avant du bateau une bonbonne de 5 litres d'eau et que les 2 ingrédients n'attendaient que d'être mélangés pour former une boisson fraîche et hygiénique. Alors il s'emporta contre la limonade et toutes ces drogues, d'école du dimanche comme il les appelait, soda au gingembre, sirop de framboise, etc. Toutes, à l'entendre, produisaient la dyspepsie, détraquaient le corps et l'âme et étaient cause de la moitié des crimes commis en Angleterre. Il tenait cependant à boire quelque chose et, grimpant sur son siège, il se pencha sur le panier pour atteindre le flacon. Celui-ci était tout au fond et pour y parvenir, il se penchait de plus en plus. Mais comme il barrait en même temps et voyait les choses à l'envers, il tira la barre du mauvais côté et envoya le bateau en plein dans la berge. La secousse le renversa et il plongea la tête la première au fond du panier, où il resta debout les jambes en l'air et gigotant désespérément, cramponné de toutes ses forces au bordage du canot. Il n'osait pas bouger de crainte de tomber à l'eau et il dut rester là jusqu'au moment où je pus l'attraper par les jambes et le dégager, ce qui le rendit plus frénétique que jamais. Voilà, et c'est la fin du chapitre 7.
Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Courte lecture, hein, même pas 20 minutes. Eh oui, c'est une autre époque. Je suis pas pour la réécriture, hein, je l'ai déjà dit, parce que la réécriture efface l'histoire, c'est bien ça le problème. Mais ça fait quand même, justement, avec le temps qui passe, les progrès, même si on est plutôt en train de... Parfois, on a l'impression qu'on fait le chemin dans le sens inverse. Ça fait quand même mal de dire certains mots. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite. Merci encore.